Alors, c'est parti pour une petite présentation d'Atron. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de gravure. C'est un thème qui nous plaît beaucoup parce qu'on rejoint l'art et c'est toujours un sujet très intéressant à évoquer. Je vais quand même vous faire une petite présentation de la société d'Atron, que certains connaissent déjà, mais pas forcément tout le monde. Et je vais faire ça rapidement pour qu'on puisse vite se réorienter sur la gravure. Alors, D'Atron Maison Mère est une société allemande, D'Atron AG, qui est basée à côté de Francfort sur 2 sites. Donc, il y a le site historique de Multal. Comme vous voyez sur la photo, c'est très sympathique, c'est en pleine campagne, ça ressemble à un petit village universitaire avec plein de petits bâtiments. On y trouve encore le service commercial, marketing, l'IT, enfin tout ce qui est bureau, plutôt l'administratif. Et le site de production qui, lui, est basé depuis quelques années à Darmstadt. On a pris un gros site, on a repris un site industriel avec quelques milliers de mètres carrés d'atelier. Et ce qui est intéressant à Darmstadt, c'est qu'il y a une grosse université avec laquelle on travaille beaucoup en collaboration et dans laquelle on trouve un laboratoire d'analyse de l'usinage à petits copeaux, ils appellent ça. Donc, c'est en fait une université qui travaille beaucoup sur l'usinage grande vitesse et sur les outils de coupe. Donc, on a un gros partenariat avec cette université. D'Atron est aussi une société donc présente dans le monde entier maintenant, avec de très anciennes filiales dans certains pays comme les US. Il y a deux sites, un côte Est, un côte Ouest, mais aussi vieilles filiales au Royaume-Uni, maintenant un partenaire asiatique et puis un petit peu partout dans le monde, partenaire suisse, italien qui est partenaire de très longue date aussi, autrichien qui d'ailleurs est spécialiste de la gravure à l'origine et qui maintenant propose des produits D'Atron. Alors, en quelques dates, D'Atron donc, est une société qui a été créée en 1969, qui a fêté ses 50 ans en 2019 et qui, à la base, est une société spécialisée dans les composants, qui produisait des composants pour l'électronique, par exemple des boîtiers de mesure pour les crash tests. Et qui avait besoin d'usiner en interne. Donc, dans les années 80, fin des années 80, on a commencé à fabriquer des centres d'usinage, mais pour nos besoins propres, donc plutôt orientés électroniques, avec tout ce qui était gravure de face avant, usinage de boîtiers, de PCB, tout un tas d'applications autour de l'électronique. En 2000, alors, on ne fait plus du tout de composants pour l'électronique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une conversion. Les clients qui venaient faire des audits chez D'Atron disaient « mais vos machines, elles sont super pour nos besoins, est-ce que vous pourriez nous en fabriquer ?» Donc petit à petit, on s'est mis à faire des centres d'usinage et des solutions pour des poses de joints. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout de composants ou de boîtiers de mesure ou quoi que ce soit qui tourne autour de l'électronique, mais c'est vraiment de là que vient notre typologie de machine. En 2002, la société a été reprise par Arne Bruch, donc c'est une société familiale. Il a repris l'entreprise familiale, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter dans le développement d'Atron à l'époque. D'Atron, c'était une cinquantaine, une soixantaine d'employés, et puis des machines quand même d'une génération plus ancienne. Et c'est en particulier lorsqu'il a fait entrer D'Atron en bourse en 2011 que D'Atron va beaucoup évoluer parce que tout simplement le capital que ça va apporter à D'Atron va être complètement insufflé dans les R&D et permettre de développer les nouvelles générations de machines et de CN qu'on peut connaître, qui sont vraiment beaucoup plus high-tech. Et l'équipe est passée j'allais dire sous le règne de Arne, je sais pas comment, de 60 personnes à 280 aujourd'hui. Donc, on a les chiffres de 2019 pour vous donner une idée. Donc, chiffre d'affaires pratiquement 54 millions d'euros, résultat avant impôt presque 4 millions et 280 personnes. Pour faire un petit point par rapport à 2020, donc à la situation Covid, le chiffre d'affaires a baissé un petit peu, mais on est encore en résultat positif, pratiquement le même, hein, pratiquement 4 millions d'euros. Et les collaborateurs sont toujours aussi nombreux. Donc, c'était, je dirais qu'une année comme 2020, c'était l'objectif. En termes de produits, donc D'Atron, ce sont des centres d'usinage grande vitesse, des fraiseuses dédiées au médical et au dentaire, des solutions de dosage dépose de produits pâteux, alors aussi bien des joints, des colles, des peintures, enfin tout un tas de produits pâteux. Donc tout ce qui est service, bien sûr, service après-vente et outils de coupe. Et outils de coupe, ce n'est pas à négliger puisque nous développons nos propres gammes et que c'est aujourd'hui 20 à 25% du chiffre d'affaires. Passons maintenant à la petite filiale française, D'Atron France. Alors, hop, nous sommes basés en Haute-Savoie, à une demi-heure de Genève, en bordure d'Annecy, hein, sur le bassin annécien, à Pringy. En chiffres et en date, D'Atron France a été créé en 2013
Donc c'est une SAS. Le président est aussi Arnaud Bruch. Nous sommes 8 personnes, bientôt 10. Et le chiffre d'affaires en 2019, 3 millions d'euros à peu près. Et je ferai le même bilan de 2020, c'est-à-dire qu'on a gardé toute l'équipe. On a un résultat positif. Et c'était vraiment l'objectif. On ne visait pas forcément la croissance. Il y a une légère baisse de chiffre d'affaires de 11%, mais on est plutôt satisfait de la situation. En termes de produits, donc les centres UGV de 3 à 5 axes. Alors là, on ne voit pas la petite 5 axes, mais voilà un petit peu l'échantillon de la gamme. Les systèmes de dosage des pauses avec une technologie brevetée, donc toute petite parenthèse, notre particularité, je dis toujours sur le dosage des pauses, c'est qu'on ne fait pas de pâté dans les virages. C'est-à-dire que souvent, sur ce type d'application, vous avez des têtes de dépose qui vont être manipulées avec différentes marques de robots, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes fabricants. Nous, on maîtrise à la fois les déplacements et les têtes de dépose qui sont brevetées, et l'interpolation entre les deux va être parfaite, donc en fonction de la vitesse, le dosage reste très précis. Donc c'est vraiment quelque chose sur un sujet sur lequel on a une grosse maîtrise, c'est un peu un marché de niche, mais on a vraiment une bonne qualité de produit. Les outils de coupe, alors je dirais que si c'est pour faire de l'usinage de pièces mécaniques dans l'acier, on trouve des outils à l'appel. Alors on a développé surtout des gammes intéressantes pour des matériaux spécifiques. On a des gammes spécifiques mousse, spécifiques plastique, spécifiques pour l'alu, beaucoup de fraises une dent, deux dents, micro-fraises, pointe à graver. En fraise une dent, on a des fraises boules une dent équilibrée, bon, pour des états de surface parfaits en 3D. Donc dès qu'on a des besoins un petit peu spécifiques hors mécanique générale, on a quand même des outils qui vont pouvoir être intéressants. Voilà. Et puis une entreprise, alors au-delà des chiffres et des produits, c'est aussi une culture, un esprit. Alors ce qui caractérise Datron, je dirais que ce sont des solutions high-tech, intuitives, vraiment orientées application, des solutions modulables et polyvalentes. Alors c'est un petit peu parce qu'au départ, les machines ont été développées justement pour des applications et des besoins propres liés à l'électronique. Donc on les a vraiment adaptés à des besoins, et c'est resté dans notre esprit de penser application et pas seulement usinage, machine et usinage. La volonté de garder un esprit de famille, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur d'Arnaud, et puis nous, c'est encore facile dans une petite équipe, il faut dire, mais c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Quand les clients nous visitent, en général, ils sentent que l'atmosphère est très détendue et familiale. Et puis une communauté à l'échelle du monde, une communauté de passionnés. Alors la plus grosse équipe chez Datron, c'est les R&D, 25% de l'équipe, avec une équipe en particulier, la plus grosse partie des R&D, encore 25% des R&D, ce sont des jeunes qui développent tout ce qui est autour de la CN, fonctions spécifiques, interfaces intuitives, qui sont très passionnés, qui font beaucoup de vidéos. Donc on nous voit beaucoup d'ailleurs sur Internet avec des vidéos assez sympas. Et c'est vrai qu'ils échangent beaucoup entre filiales, partenaires, pays, mais aussi avec les clients. Il y a parfois des échanges vraiment sympathiques qui se mettent en place, et beaucoup de passion autour de tout ça. Voilà pour ce qui est de Datron, Allemagne et France. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le thème de la gravure. Alors, avant de parler de nos machines, moi, j'ai voulu faire une toute petite résumer un petit peu l'histoire de la gravure en 2 slides, hein, rien de bien pointu, mais c'est un beau métier, donc il est intéressant d'en parler. C'est un métier qui est très ancien. Elle se pratique, on va dire, depuis toujours, puisqu'on gravait dans les cavernes avec nos petits silex, on tapait dans les murs et on faisait déjà des petits reliefs intéressants. Et puis les choses ont vite évolué. Les graveurs ont utilisé très tôt des machines, mais il n'y avait pas forcément de CN, il y a encore quelques siècles de cela. Donc on a utilisé pendant longtemps les magnifiques pantographes que vous voyez sur la droite en photo. Donc une belle mécanique qui marchait très bien, mais qui à un moment donné est devenue un petit peu limitée en productivité et en performance, mais vraiment de très belles machines. On en a vu qui tournaient encore chez certains de nos clients il y a une dizaine d'années, quand on a installé les premières Datron, enfin il y a 8 ans. Donc voilà. Un métier qui impose de l'habilité manuelle, de la technicité, beaucoup de créativité artistique, c'est même là où on voit apparaître les différences, et bien sûr beaucoup de patience. Alors maintenant, on utilise des outils beaucoup plus modernes avec les machines à commande numérique qui vont apporter une
productivité nettement supérieure, simplifier le travail du graveur, en particulier quand on a des ébauches géométriques à faire, de grandes plaques avec des pièces à répéter. La répétabilité d'une machine est quand même très intéressante, sinon ça devient vraiment un travail fastidieux. Et puis le savoir-faire du graveur est toujours requis. En particulier, on a certaines sociétés où des maîtres de gravure viennent reprendre toutes les pièces à la main et vont humaniser les visages, les animaux, tout ce qui est vivant en fait, hein, qui ressort de la machine usinée tellement parfaitement ou tellement de façon, oui, avec une géométrie parfaite, que finalement ça finit par être moins humain et qu'en quelques secondes, le graveur va ajouter sa petite note personnelle et transformer cette pièce en quelque chose de magnifique. Alors parlons un petit peu maintenant machines, un petit peu plus sérieusement. Des machines de gravure, on en trouve plein. On trouve beaucoup de petites machines orientées clé minute ou pour de la gravure dans le tendre, pas forcément très précise, qui peuvent faire aussi de la découpe. Des fournisseurs pour ce type de machine, il y en a beaucoup et dans le monde entier. C'est par contre beaucoup plus compliqué dès qu'on va vouloir entrer dans la gravure haut de gamme. Il a existé à une époque deux très grandes marques, mais qui ont souffert de ce marché, parce qu'il n'y a plus de marché de volume hein, dans le monde de la gravure. Tout ce qui est monnaie, médaille d'art, maintenant, c'est plus du tout fait par enlèvement de matière en gravure sur machine. Et quand le marché a chuté, les grandes marques comme Scripta, on voit une machine Scripta en bleu sur le côté, ces grandes marques-là ont disparu, comme aussi Kuhlmann, hein, qui a disparu et été racheté, mais ce sont des marques, celles qui existaient à l'époque, qui n'ont pas été travaillées ensuite dans l'esprit gravure pour celles qui ont été reprises. Donc les marques historiques ont globalement disparu. On a pallié à cette disparition souvent quand on a des besoins un peu extrêmes en partant sur des centres d'usinage plus classiques, mais qui en fait ne sont pas dimensionnés gravure. C'est-à-dire qu'on les adapte, on prend des broches qui ont une puissance énorme. Alors elles ont de la rotation, donc ça va fonctionner, mais elles ont une puissance qui n'a pas de sens pour graver, parce qu'il n'y a pas besoin de couple pour emmener des tout petits outils en gravure. Et souvent, ce sont des machines beaucoup plus coûteuses à l'achat, et d'utilisation. On va emmener des masses embarquées énormes avec des machines de 10 tonnes, donc beaucoup d'énergie consommée et finalement qui n'apportent rien à l'application en elle-même. Donc c'est pas forcément très rationalisé comme moyen de production pour graver. Alors donc dans ce contexte, comment répondre aux exigences d'aujourd'hui? Alors j'ai remis toutes ces petites questions que nous on a dû se poser aussi chez Datron quand on veut faire évoluer nos produits pour être toujours plus adaptés à la gravure, mais à l'UGV en général, puisqu'on rejoint les mêmes problématiques, hein, rotation élevée, petits outils, vitesse de coupe élevée, et on rejoint très vite le thème de la gravure en UGV général. Alors, on résume souvent les machines de gravure à une broche qui tourne vite. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. D'autant plus que quand on va aller dans des matériaux plus durs, il va falloir à un moment donné même réduire un petit peu la rotation par rapport à certaines gravures dans le temps. Donc, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres problématiques à prendre en compte pour que la machine soit adaptée. Voyons un petit peu ces problématiques. Alors, bien sûr, il faut de la rotation. D'abord parce que les outils sont tout petits, enfin, principalement pour ça. Donc, il faut beaucoup de rotation. Alors, il va falloir quel type de broche? Des broches qui tournent vite, mais à refroidissement liquide pour avoir une très très bonne stabilité, gérer les phénomènes de dilatation, pas avoir de chauffe, pas qu'elles s'endommagent aussi. Une bonne précision d'excentricité et un minimum de vibration, ça c'est crucial, et en particulier pour de la gravure très fine ou dans le dur, parce que la moindre vibration, quand on emmène encore une pointe à graver dans un laiton avec plomb très tendre, tout va bien. Et puis avec la même broche, vous allez parfois essayer de graver un acier et là, à peine la pointe va effleurer la matière qu'elle explose. Parce que même si vous ne voyez pas de vibration à l'œil, il faut vraiment des broches stables pour emmener des pointes dans les matériaux durs. Le bridage d'outils doit être donc parfaitement équilibré, on rejoint la même problématique. Donc dans ce but, nous on est parti sur deux types de bridage, du bridage direct, système pick-up, ou des porte-outils HSK frettés. Alors on a du HSK 25 généralement, on a plus gros mais pas gravé, qui vont être parfaitement équilibrés quand les rotations augmentent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus stable, le HSK. Plus on tourne vite, plus le HSK est solidaire du corps de broche, contrairement aux autres systèmes de bridage. Donc, plus il tourne vite, plus il va être stable. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Le palpeur de longueur d'outil va devoir aussi être adapté, précis, répétable, bien sûr, mais surtout très sensible pour ne pas endommager les pointes. Et puis, avec des surfaces de palpage résistantes, renforcées, traitées, pour ne pas être piqué par les pointes à graver. Sinon, on apprend
au fil des années dans la douleur, on s'est rendu compte que les pointes à graver piquaient les surfaces de mesure, et puis on ne voyait rien à l'œil, mais le fait que ce soit piqué, après on avait des défauts qui apparaissaient de mesure en Z, et ça posait pas mal de problèmes. Donc voilà, palpeur adapté. Petite parenthèse, alors on voit sur le côté, parce qu'on parle souvent des broches à nez suiveur. Donc on voit là dans la petite photo en jaune, une broche à nez suiveur. Alors ça pouvait être une solution pour tout ce qui était gravure de face avant ou en tout cas gravure monopasse. On suit le défaut d'une plaque par contact mécanique. Alors il a fallu, par rapport au choix des broches, se poser cette question pour la gravure. Simplement, comme on n'est pas en contact mécanique, d'abord on risque souvent de rayer la matière. On ne peut pas faire de belles gravures 3D puisqu'on est en monopasse, les profondeurs ne sont pas réglables par le logiciel, donc c'est très peu polyvalent et très vite limité. Alors pour pallier à ça, quand on a quand même besoin de suivre parfaitement une plaque ou des défauts de matière, parce qu'il n'y a pas que la gravure artistique, on a beaucoup de gravures industrielles, on a pallié à ça en développant une fonction spécifique avec le palpeur de matière. Alors chez nous, c'est un palpeur Renichaux qui sert bien sûr à faire origine, repositionnement, mais on a développé une fonction de suivi de défaut en Z. Donc le palpeur va palper toute une surface et appliquer la gravure sur une surface. Ça peut être intéressant aussi quand on veut appliquer une gravure sur une forme comme la bouteille que vous voyez en bas à gauche, sur une forme cylindrique, et là on est en 4 axes et on va palper et suivre le rayon de façon parfaite. La photo du milieu, donc la petite photo noire, vous êtes sur une face avant qui a été complètement tordue. On a la vidéo d'ailleurs sur YouTube. Vous venez palper cette surface et la gravure est appliquée à la perfection sur la vague. Donc c'est très précis, c'est géré 100% par le logiciel, indépendant du modèle de broche. Donc avec une même broche, on va usiner des boîtiers, faire les découpes des faces avant et puis venir ensuite faire des gravures parfaites et compatibles avec les autres fonctions d'aspiration, de lubrification, etc. Donc voilà, petite parenthèse, donc pas de broche à nez suiveur chez nous, mais un palpeur qui fait à la fois les prises d'origine et puis de la correction de surface qui est vraiment plus spécifique comme application au palpeur. Après, en dehors de la broche, en fait, c'est toute la machine qui va avoir de l'importance. Donc déjà, ça va être son bâti, sa cinématique, ses entraînements. Alors, il faut un bâti rigide et massif. Massif pour stabiliser la machine malgré des vitesses et des dynamiques élevées, et puis pour gérer les phénomènes vibratoires de l'ensemble de la machine. Alors c'est vrai que j'ai une petite parenthèse développement des machines aux éléments finis. On a de nouvelles solutions logicielles maintenant qui permettent vraiment de simuler et d'optimiser tous les phénomènes vibratoires, de résonance, de flexion au niveau des machines, des portiques et de la cinématique globale, et qui permettent vraiment d'optimiser tout ça dans le choix des géométries de portiques, dans les matériaux, le choix des matériaux. Donc on va beaucoup plus loin maintenant grâce à ces solutions en étude des phénomènes vibratoires. Et c'est vrai qu'en gravure, c'est très important d'avoir des machines qui ne vibrent pas, bien sûr, et qui vont être dynamiques et avec des vitesses intéressantes, parce que sinon, c'est interminable. Les gravures sont très très longues à finir. Les finitions peuvent durer plusieurs dizaines d'heures, voire centaines pour certaines sur des grands formats. Et il est vraiment important d'avoir des dynamiques élevées et sans vibration pour protéger les pointes à graver, ne pas les casser et pouvoir malgré tout aller très vite sur ces finitions très complexes. Donc, parties mobiles, par contre, à l'inverse, vont être rigides, bien sûr, mais légères pour exploiter à nouveau ces dynamiques. On ne peut pas être dynamique et surtout très fluide avec des masses embarquées énormes. C'est complètement incohérent mécaniquement, c'est inenvisageable. Système d'entraînement, alors nous, on est sur de la vis-à-vis, hein, on reste sur de la vis-à-vis, mais sur les machines les plus haut de gamme, on a bien sûr des règles de mesure optique pour une correction en permanence du moindre phénomène de dilatation, une stabilité parfaite et une répétabilité irréprochable sur la production en grande série. Alors, une des grandes évolutions, c'est l'évolution au cœur du système de contrôle. Aujourd'hui, au-delà de la mécanique, du comportement dynamique de la machine, on va ajuster tous les paramètres dans sa dynamique et ses déplacements. Alors déjà, tout simplement, l'évolution des contrôleurs, il n'y a encore pas si longtemps, c'était difficile de faire un rond-rond. On faisait un perçage, il était souvent ovale, et faire un beau perçage, c'était très compliqué. Alors heureusement, on n'en est plus là, mais ça va bien au-delà de ça. On va maintenant gérer aussi au niveau de la machine son comportement dynamique et ses filtrages de points, erreurs de corde, lissage de courbe. C'est-à-dire qu'on va lui définir vraiment ce qu'elle va
toléré dans ses déplacements par rapport à la trajectoire programmée. Donc, on peut être au plus proche si on le souhaite. Alors, en exemple, c'est toujours plus parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on règle sur sa FAO, on met un réglage standard avec, mettons, 20 microns d'erreur de corde. Si je ne donne pas d'infos particulières à ma machine et que je la laisse en ce qu'on a chez nous, on choisit 5 niveaux dynamiques sur les machines, et si je la laisse en dynamique 5, j'obtiens le résultat sur la première photo. C'est-à-dire qu'en gros, je lui dis, bah, tu tapes à fond, peu importe de vibrer un petit peu, comme je le ferais sur une grosse ébauche de pièces mécaniques, à la limite. Sauf que pour de la gravure, ça n'ira pas du tout. Donc, je vais mettre en dynamique 1 ou 2 sur des ébauches, mais 1 quand je fais vraiment mes finitions les plus délicates. Globalement, donc, d'abord 10 microns d'erreur de corde et 20 microns de filtrage. En dynamique 1, je dis à ma machine, je veux être au plus près de la trajectoire, au plus précis. Je ne veux pas du tout en sortie de courbe de dérapage, j'allais dire, donc d'erreur de poursuite, donc de vibration, de réajustement de ma position. Donc la machine change complètement de comportement dynamique, c'est-à-dire qu'elle va être au plus près de la trajectoire. En sortie d'une courbe, eh ben, elle va anticiper cette courbe bien avant, on la voit vraiment à l'œil, hein, ralentir, anticiper les trajectoires, et ça va tout changer. On n'a plus du tout de phénomène de vibration, on n'a plus du tout de réajustement de position en cours d'usinage, on est toujours au plus près de la courbe, c'est très fluide et les résultats s'en ressentent énormément. Alors, puisqu'on parle de gravure et d'art, on va se faire aussi un petit peu plaisir en regardant de jolies pièces. Hop. Voilà. Donc, on a appris le résultat de tout ça, c'est quoi? Ben voilà, ce sont des pièces assez charmantes. On a pris un exemple de joaillerie fine réalisée en interne chez Datron. On voit quelques zooms sur les pièces. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas mis en centimètres, mais le crucifix est très, très petit. Et on voit sur la droite le visage qui est tout en haut de la croix, qui est zoomé. Vous allez le voir bien mieux ensuite. On l'a réalisé, cette pièce, avec 2 générations de CN. Donc, sur l'ancienne M8, qui est encore installée chez pas mal de graveurs et qui tourne encore très bien, hein, qui était déjà haut de gamme pour de la gravure, faisait de belles gravures. Et puis, sur la droite, vous avez la M8 Cube, donc la nouvelle génération. Et on voit à quel point ça s'est encore amélioré quand vous voyez la finesse du nez, des cheveux, toutes ces arêtes très fines qui ne sont pas du tout déformées, les états de surface parfaits. On voit que la pommette est bien plus jolie. Tout est parfait à droite, donc il y a vraiment eu, alors il faut zoomer un grand nombre de fois hein, pour voir tous ces petits détails, mais on repousse vraiment très loin les possibilités en termes de perfection, hein, de gravure. Et là, on est dans du laiton, mais ça impacte énormément la durée de vie des pointes à graver quand on va être dans des aciers ou des inox. C'est-à-dire que cette perfection de trajectoire, elle n'impacte pas seulement l'aspect, mais aussi vos problématiques d'usinage, et en particulier au niveau des outils. Et quand on sait que sur un poinçon, quand on est dans des aciers très durs, si on quitte pendant la finition, si on casse souvent la pointe, on ne peut pas reprendre. Donc il faut que les pointes, on soit capable de les emmener 5 heures, 10 heures, 15 heures sur une finition sans lâcher la matière, sinon il y aura une marque. Donc ça, c'est vraiment très important que les dynamiques et les vibrations soient absentes et les dynamiques parfaites. Voilà, donc globalement, je dirais que si on réunit, si on est vigilant à l'ensemble de ces points, c'est-à-dire avoir une machine avec une masse importante qui stabilise, quelque chose qui va absorber les vibrations, donc un granit ou un béton polymère comme chez nous, des parties mobiles plutôt légères et qui permettent une très bonne dynamique, des broches adaptées, mais aussi palpeurs de longueur d'outils, tous les éléments autour, et bien sûr une CN adaptée, on va pouvoir graver effectivement des détails les plus fins à la perfection, y compris dans des matériaux très durs, emmener des outils extrêmement fins pendant des heures de finition. On voit une très belle pièce là en bas au centre, qui en est un exemple. On va graver tous les matériaux, y compris les plus inattendus, parce que après on peut casser les outils, mais finalement on voit en bas à gauche qu'on peut casser la matière, puisque pour pas qu'on s'est amusé à graver un petit œuf. Donc c'est facile à ébrécher. Donc avec le palpeur, on a palpé l'œuf pour suivre sa forme, parce que ça à programmer c'était un peu compliqué. Et puis on est venu faire une petite gravure joyeuse Pâques sur un œuf. Voilà, c'est magnifique. Je vois la rose là sur le côté. On a vraiment des pièces qui sont très très belles dans ce monde de la gravure. Alors ensuite, petite parenthèse donc sur la gravure du laiton sans plomb, on a de plus en plus de demandes. Alors
Effectivement, le laiton n'est plus, quand il est sans plomb, auto-lubrifiant. Donc, pas mal de clients nous disent, mais moi, j'ai mes vieilles machines, je gravais très bien jusque-là, et puis maintenant, j'ai pas mal de problèmes. Donc, plusieurs choses. D'abord, on peut effectivement adapter un petit peu les paramètres. Alors, il faut souvent baisser un petit peu les rotations quand on est dans du très dur, selon le type de vibration, ça c'est à ajuster, baisser un petit peu les avances. Il va falloir souvent relubrifier. Alors, pour les clients d'Atron, ça peut être donc simplement la pulvérisation éthanol qui va suffire à lubrifier un petit peu et à améliorer les conditions de coupe, l'évacuation du copeau, etc. Après, sinon, là, c'est repasser en huile pour les personnes qui sont sur d'autres machines, hein, huile soluble ou huile entière. Mais effectivement, c'est une problématique qui est de plus en plus répandue. Et aujourd'hui, les machines moins haut de gamme qui allaient bien jusque-là dans le laiton, pour certaines, vont commencer à être limitées dans les laitons sans plomb parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus durs. Le comportement n'est pas du tout le même et ils n'ont plus du tout ce côté gras. Donc, il faut ajuster. Alors, on peut vous conseiller, hein, pour ceux qui rencontrent des problèmes à ce niveau, des outils, des paramètres et éventuellement, donc si ce sont nos machines, repasser en éthanol. Dernier petit point, c'est bien beau tout ça, mais quelle machine je dois choisir chez Datron? Parce qu'il y en a plein. Alors, elles gravent toutes. Donc, il y a des choix qui vont être implicites de par le format de la machine. La petite Néo, déjà, elle est limitée à 400 par 500. Hein, donc, c'est forcément pour on ne fera pas de grande plaque ou de série dessus, de grandes séries. Elle va être dédiée plutôt aux métaux tendres, mais pourra ponctuellement usiner des métaux ferreux et durs. Ça ne sera pas un souci, mais c'est vrai que si on veut produire intensivement uniquement de la pièce acier, je déconseillerais cette machine, principalement liée au type de broche, mais à sa structure générale. La ML Cube, compte tenu du format, on est sur du très grand format, elle est très utilisée en gravure industrielle pour des séries de face avant. On la voit rarement sur de la gravure plus artistique. Après, on passe plus aux deux machines d'à côté, M8 Cube et M10 Pro. Alors, pourquoi l'une ou l'autre? Elles feront le même travail, toutes les deux très bien. Simplement, la M10 Pro a des règles de mesure optique. Elle va être beaucoup plus répétable. Elle a une résolution qui est plus extrême. Et si on fait de la production très intensive d'outillage en gravure, cette répétabilité va prendre tout son intérêt et aussi beaucoup plus productive, puisqu'elle est 2 fois plus dynamique que la M8 Cube, qui est déjà dynamique, donc 2 fois plus dynamique. Et elle a des vitesses d'avance maxi supérieures. Donc, plus de productivité ou vraiment une répétabilité sur des séries intensives. On en a beaucoup en gravure, des M10 Pro qui tournent jour, nuit, week-end, très intensivement à la perfection. C'est vraiment, elle est d'une stabilité remarquable. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir voir de la gravure, voir comment on programme en FAO, voir une pièce en usinage, voir plein de belles choses. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je laisse la parole à Thierry qui va vous présenter la conception du parcours, enfin la préparation de parcours, et puis vous montrer ce que ça donne en vrai quand ça bouge. Merci Voilà. Stéphanie.